Après une semaine d'interruption dans les traductions sans filet, traductions improvisées et filmées, je vais aujourd'hui reprendre le fil de ce travail avec plusieurs remarques. La première, c'est que je me suis interrompu à cause d'une semaine à Paris. J'avais en fait envisagé de continuer ce travail, notamment de pouvoir filmer là où j'étais logé, mais ça a été assez compliqué, en fait même impossible à bien organiser. Puis j'avais même prévu, ce qui était un projet un peu illusoire de fait, de me filmer aussi soit à l'extérieur de la BNF où nous sommes allés voir l'exposition Michel Barcelo, soit au cimetière du Montparnasse. J'avais même fait suivre à cet effet un petit recueil de Léon-Paul Fargue, puisque Léon-Paul Fargue est enterré là-bas. Mais bon voilà, c'est resté à l'état de projet, j'ai profité de ma semaine en famille et je n'ai pas embêté le monde avec mes élucubrations. Pour reprendre le fil de ce travail, deux choses. Tout d'abord, pour la première fois, je suis en train simultanément de m'enregistrer avec le Zoom son que m'a très gentiment prêté de manière presque indéfinie, j'ai l'impression, François. Bon, j'ai eu l'occasion de parler de ça dans ma précédente vidéo, mais je ne l'avais pas encore testé. Donc là, je vais le tester et je vais voir un peu ce que ça donne et si je réussis à m'en dépatouiller. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai enfin lu cette semaine le dernier roman de mon ami Sébastien Lubensky, en anglais, Seb Lubensky, The Song of Synth. Et comme j'ai lu ce roman et que je trouve que pour moi maintenant que je suis embarqué dans ce projet de traduction filmée et improvisée, la meilleure manière de rendre hommage à un texte, c'est de me colter à lui. Je vais donc en traduire un petit extrait. Alors je tiens à préciser deux, trois petites choses. The Song of Synth, donc c'est un roman publié en 2015 chez Talos Press, T-A-L-O-S. Voilà, donc ça se retrouve facilement sur le site de Sébastien, sur le site, sur de nombreux sites bien sûr, comme un grand nombre de textes de fiction écrits par Seb, qui est aussi poète. C'est un roman. C'est un texte, on va dire, un peu dystopique, qui se passe dans un futur assez vague dans sa datation et dans ses contours, avec certainement des échos de 1984, d'Orwell, et sans doute de nombreux autres échos de politique fiction et de dystopie qui, je le pense, m'échappent pour un certain nombre d'entre eux, car je lis assez peu de dystopie. J'aime beaucoup ce que fait Seb, parce que j'aime beaucoup sa langue, et c'est quelqu'un qui, tout en traçant ce sillon très imaginaire et politique à la fois, le fait dans une langue, que ce soit en français ou en anglais, le fait dans une langue qui est charnelle, qui s'intéresse vraiment au corps, à la parole, au lien entre les êtres, qui sont fondés derrière ces personnages. Donc il y a ce côté, on va dire, à la fois dystopique et postmoderne, et une vraie voix, une vraie, j'allais dire habitation, ce qui est un mauvais terme, et même pas un néologisme, ce qui est un terme erroné. Il y a une façon d'habiter en fait les personnages par la voix du récit. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, à laquelle je suis très sensible dans tous les textes de lui que j'ai lus en français ou en anglais. Alors l'autre point justement auquel je viens de faire une allusion, c'est que depuis bientôt 30 ans qu'il écrit et qu'il est publié, Sébastien, bien sûr, écrit indifféremment en français ou en anglais, et s'auto-traduit, ou en tout cas réécrit les versions anglaises ou françaises d'un texte écrit à l'origine dans l'autre langue, donc un peu voilà, comme Beckett. Et donc du coup, évidemment, cet exercice d'hommage, il va de soi que c'est à lui que je dédie cette vidéo. Cet exercice d'hommage est particulier, puisque ça veut dire que je vais traduire un texte qu'il a peut-être déjà écrit en français, ou qu'il a déjà traduit, je ne sais pas. Il s'agit du bref chapitre 17 de la deuxième partie, sachant que Song of Synth se divise en deux parties. Une première partie qui occupe à peu près la moitié du roman, qui est composé de 9 chapitres, et la deuxième partie qui est en archipel, un peu éclaté, avec vraiment des fragments de chapitres presque, et en l'occurrence 67 chapitres brefs, qui se présentent, dans lesquels il y a en plus une autre sous-structure. C'est-à-dire que ces 67 chapitres sont régulièrement interrompus par des headings, par des sortes
de grands titres. C'est une deuxième partie qui est constituée de sous-parties, elle-même constituée de chapitres très brefs. Par exemple, Dodecaphone, je ne sais pas si on voit. Bon, voilà. Donc le chapitre 17, par exemple, est le dernier d'une sous-partie qui s'appelle Echoes. Il est suivi par des Silences. Voilà. Donc dans ce chapitre 17, et c'est intéressant parce que ça permet d'interroger aussi le concept de dystopie, alors je ne raconte pas l'histoire, il faut vraiment lire ce roman qui est très beau. Il s'agit d'un enquêteur, donc c'est à mi-chemin de la politique fiction et du roman policier aussi, ou en tout cas du roman noir. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce que fait Seb, c'est qu'il réussit, c'est pas seulement qu'il essaie, il y en a beaucoup qui le font, mais il réussit à naviguer comme ça entre des genres préétablis, qui du coup ne sont plus du tout des genres, donc c'est plutôt une fiction de genre, comme on dit parfois. Donc c'est genre fiction, c'est pas catalogable, du coup c'est ça qui est intéressant. Alors ce qui est frappant dans ce bref chapitre 17 que je vais vous lire et que je vais traduire, c'est que cet enquêteur, cet inspecteur général est grand amateur de poésie, et qu'à Samarcande, qui est la grande ville où se passe la deuxième partie du roman, vient d'être assassiné le grand poète que tout le monde admire, qui est une sorte de héros national. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce bref chapitre montre que la poésie est très importante pour l'ensemble de la population. Alors là, évidemment, on n'est plus dans la dystopie, on est totalement dans l'utopie. C'est qu'en fait, le récit nous montre une société qui, par un certain nombre de traits, est une société dystopique, une société à la Orwell, mais qui, en l'occurrence, ici, réinvestit la poésie comme une pratique de réception et d'écriture presque universelle, très populaire, etc. Donc là, venant de Seb, qui est lui-même poète, il y a là encore un brouillage du code et du genre. Chapter 17. On his way home, Inspector General Ali Shakir Bassam stopped at the newsstand at the corner of a street and bought a paper. He looked at the picture of his favorite poet and shook his head. The news vendor noticed his gesture and nodded sadly as he handed him his change. Shakir was happy to see that the press had been so diligent. All the papers had run special editions. He had made his phone calls from the police station's cafeteria at 10, right after his conversation with Sekhmet. If Bureau 23 wanted to put a lid on the case, well, fuck them. Fuck them totally. Poetry was truth. Poetry was invincible. C'est le chapitre 17. On his way home, en rentrant chez lui, Inspector General Ali Shakir Bassam, l'inspecteur en chef, je ne crois pas qu'on dise inspecteur général, l'inspecteur en chef Ali Shakir Bassam, stopped at the newsstand, s'arrêta au kiosque à journaux, at the corner of the street, qui faisait le coin de la rue, qui se trouvait au coin de la rue, au kiosque à journaux qui se trouvait au coin de la rue, and bought a paper, et il acheta alors un journal, un quotidien, je sais pas, et il y acheta un quotidien. C'est vrai qu'en français on dit acheter le journal, pas acheter un journal. C'est un peu curieux ça, en français, acheter un journal. Il y acheta un quotidien. He looked at the picture of his favorite poet and shook his head. Il regarda la photo de son poète favori and shook his head. Et donc là, on est toujours dans cette hésitation-là. Est-ce qu'on doit dire « et il secoua la tête » ou « en secouant la tête ». Certains traducteurs même proposeraient de préciser quel est ce shook his head, puisque c'est évidemment ici un signe de tristesse ou de désarroi. Il y a de nombreux traducteurs en fait qui traduisent ce genre de phrase, « shook his head » par il secoua la tête d'un air navré, en signe de désarroi ou quelque chose comme ça. Moi je pense que ça n'est pas utile, que l'implicite est possible en français aussi. Donc, he looked at the picture of his favorite poet, il regarda la photo de son poète favori et secoua la tête. The news vendor noticed his gesture. Le vendeur remarqua son geste, je crois plutôt que le vendeur de journaux, je pense qu'ici on peut effacer en français. Le vendeur remarqua son geste and nodded sadly. Et alors,
littéralement, il hocha la tête tristement. Et il hocha la tête tristement. Oui, après tout, pourquoi pas. Et il hocha tristement la tête. Ah, c'est toujours le problème de la place de l'adverbe. Il me semble que Flaubert s'arrachait les cheveux pour ça, mais on n'a pas fini, hein, longtemps après lui. Et il hocha tristement la tête as he handed him his change, en lui rendant la monnaie. Shakir was happy to see that the press had been so diligent. Shakir était alors heureux, content, soulagé, était heureux de constater que les journaux, alors had been so diligent, avaient fait preuve d'empressement, hein, c'était dépêché d'honorer la mémoire du poète, c'est ça l'idée, mais là c'est une périphrase un peu longue quand même pour servir de traduction. Était satisfait de voir l'empressement de la presse. Ah, vous savez que diligent, la meilleure traduction c'est empressé, empressement, mais comme c'est la presse, c'est pas terrible. L'empressement des journaux, on a l'impression de faire un jeu, on a l'impression du coup qu'il y a un jeu de mots qui en fait vient brouiller le récit et le message ici, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Donc l'empressement de la presse ou l'empressement des journaux, on va oublier cette solution. Il était heureux de voir que les journaux s'étaient mis en quatre, peut-être, de voir que les journaux s'étaient mis en quatre, avaient travaillé, c'est diligemment en français, c'est vrai que diligent, diligemment, c'est un latinisme très, très soutenu, ce qui n'est pas le cas ici en anglais d'ailleurs. On dit souvent que les latinismes correspondent à des usages soutenus en anglais, c'est souvent vrai, mais sauf quand ça n'est pas vrai. Donc là, on a une exception dans le couple diligent, diligent, que les journaux n'avaient pas traîné peut-être, avec un contraire négativé. N'avait pas traîné. Il était heureux de voir que les journaux n'avaient pas traîné. Que la presse n'avait pas traîné, que les médias n'avaient pas traîné, all the papers had run special edition, tous les journaux avaient fait des éditions spéciales. He had made his phone call from the police station's cafeteria at 10. Il avait, alors littéralement, passé son coup de fil. Non, phone calls au pluriel, qu'est-ce que je dis ? Il avait téléphoné, je crois tout simplement. Il avait téléphoné de la cantine du commissariat à 10h, juste après s'être entretenu avec Sekhmet, right after his conversation with Sekhmet. Donc il avait, j'avais dit quoi ? Il avait téléphoné, ou passé des coups de fil. Il avait passé des coups de fil depuis la cantine, de la cantine du commissariat à 10h, juste après s'être entretenu avec Sekhmet. If Bureau 23 wanted to put a lid on the case, well, fuck them. Si le Bureau 23 voulait étouffer l'affaire, c'est ça, to put a lid, voulait étouffer l'affaire, qu'ils aillent se faire foutre. Fuck them totally. Qu'ils aillent vraiment, profondément se faire foutre. J'ai envie de... il faut vraiment rajouter. Fuck them totally. Mais fuck them sideways aussi. Qui me fait beaucoup rire, hein, qui n'emploie pas ici. Hein. Fuck them totally. Qu'ils aillent se faire foutre bien profond, c'est ça. Hein. Qu'ils aillent se faire foutre bien profond. Poetry was truth. La poésie, alors, là c'est le problème, c'est was, qui est évidemment le discours indirect libre du personnage. Il pense poetry is truth, et donc du coup, évidemment, c'est rendu en poetry was truth. Et en français, c'est que la poésie, c'était la vérité. Est-ce que ça fonctionne ici totalement ? Si le Bureau 23 voulait étouffer l'affaire, qu'ils aillent se faire foutre bien profond, la poésie, c'était la vérité. Oui. La poésie, c'était la vérité. La poésie était invincible. Voilà, petite traduction pour parler de ce roman et pour vous inciter à le lire. Une histoire que je ne vous raconte pas, mais qui est très, très belle. Vous trouverez assez facilement un résumé pour vous donner une idée. Voilà, moi je ne vous donne pas le résumé, je ne vous raconte pas ce dont ça parle, ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Et je vous encourage vraiment à le lire. Et à demain, a priori, pour de nouvelles aventures. Au revoir.